Il la surnommait Souris. Il se moquait de son silence, de ses mains tremblantes lorsqu'elle servait le café et de sa façon de sursauter au moindre bruit fort. Pour le personnel de l'hôpital Oak Creek Memorial, Audrey Hale était une recrue issue de la diversité, une débutante de 40 ans sur le déclin qui n'avait pas sa place dans leur service d'urgence d'élite. L'infirmière en chef Brenda riait quand Audrey faisait tomber un plateau. Le docteur Harrison levait les yeux au ciel quand elle vérifiait 2 fois un dossier. Il pensait la connaître, mais il ne savait pas que ces tremblements n'étaient pas dus à la peur. C'était de la retenue. Il ne savait pas que sous sa blouse se cachaient des cicatrices provenant d'endroits qui n'existent pas sur les cartes. Et il ne savait certainement pas que l'hélicoptère Black Hawk, qui fonçait actuellement vers leur héliport, ne venait pas chercher un patient. Il venait la chercher, elle. Les lumières fluorescentes du service des urgences de l'hôpital Oak Creek Memorial bourdonnaient d'un bruit qui donnait généralement mal à la tête à Audrey Hale. Il était 19 heures, un mardi pluvieux de novembre, et le quart de nuit venait de commencer. Audrey se tenait près du poste des infirmières, serrant un bloc-notes contre sa poitrine comme un bouclier. Elle avait 42 ans. Elle était plus âgée que la plupart des jeunes infirmières diplômées qui s'affairaient dans le service des urgences, dans leur blouse bleue ajustée. La blouse d'Audrey était toujours trop grande, tombant lâchement sur son corps, et elle portait toujours, sans exception, un maillot de corps blanc à manches longues, quelle que soit la chaleur. « Attention! Mouse est encore dans le passage! » Une voix aiguë trancha le bruit ambiant des moniteurs cardiaques et des téléphones qui sonnaient. Audrey s'écarta rapidement, peut-être trop rapidement, manquant de heurter un chariot d'urgence. Brenda, l'infirmière en chef, sourit narquoisement en passant à toute vitesse. Brenda avait 35 ans, des traits anguleux, et dirigeait les urgences avec un mélange terrifiant de compétence et de cruauté. Elle avait décidé dès le premier jour d'Audrey, il y a 3 mois, que cette femme plus âgée était inutile. « Désolée, Brenda », murmura Audrey, les yeux fixés sur le sol en linoléum. « Ne sois pas désolée, Audrey. Sois juste compétente. » Brenda lança sans s'arrêter. « Le lit 4 a besoin d'un changement de bassin. Essaie de ne pas le faire tomber cette fois-ci. Le docteur Harrison est de mauvaise humeur et si tu perturbes son travail, je te ferai un nouveau rapport. » Audrey acquiesça et s'éloigna rapidement. En s'éloignant, elle entendit les ricanements d'un groupe d'infirmières plus jeunes rassemblées autour des ordinateurs. « Je ne sais pas pourquoi Ahar l'a embauchée, » murmura l'une d'elles assez fort pour être entendue. « Elle tremble. Tu as vu ses mains? Elle arrive à peine à tenir une perfusion. Elle est un handicap. Elle est en période d'essai, » répondit une autre. « Donne-lui 2 semaines. Harrison va la mâcher et la recracher, et elle retournera travailler dans une maison de retraite, là où est sa place. » Audrey ravala la boule qu'elle avait dans la gorge et écarta le rideau du lit. Elle ne tremblait pas parce qu'elle était nerveuse. Elle tremblait parce que l'adrénaline dans cet hôpital civil lui semblait déplacée. C'était trop chaotique et pourtant trop lent. Les enjeux étaient élevés, mais les égaux l'étaient encore plus. Elle avait passé les 15 dernières années de sa vie dans des environnements où la compétence ne dépendait pas de qui avait les dents les plus blanches ou les insultes les plus cinglantes. Il s'agissait de garder le sang dans le corps alors que le sol explosait autour de vous. Mais elle ne pouvait pas en parler. Les accords de confidentialité qu'elle avait signés avec le ministère de la Défense étaient plus épais que les manuels médicaux sur le bureau du Dr. Harrison. Pour eux, elle n'était qu'Audrey Hale, l'infirmière tardive sans référence avant 2023. « Infirmière !» cria le Dr. Trent Harrison depuis la salle de traumatologie 1. Audrey se figea. Il ne l'appelait pas spécifiquement, mais il criait et son instinct lui disait d'agir. Elle se précipita vers la salle. Le Dr. Harrison était le chouchou de l'hôpital. Grand, beau, d'une beauté un peu sauvage et indéniablement talentueux. Il considérait les infirmières comme les servantes de son génie. Il était en train de suturer une lacération sur l'avant-bras d'un ouvrier du bâtiment. « J'en ai besoin de 4. 0 nylon. Pas 3. 0. » aboya Harrison en jetant le paquet par terre. « Qui a approvisionné ce chariot? C'était toi, Hale? » Audrey regarda le chariot. Elle ne l'avait pas approvisionné. C'était de l'équipe de jour. « Je peux aller le chercher, docteur. Ne le cherchez pas. Il devrait être ici. » Il ricana, la regardant d'un air méprisant par-dessus son masque. « Bon sang, on dirait un cerf pris dans les phares d'une voiture. Savez-vous seulement ce qu'est une suture?
Ou êtes-vous juste là pour toucher votre salaire et nous gêner? La main d'Audrey trembla. Dans une autre vie, un homme qui lui aurait parlé sur ce ton se serait retrouvé menotté et maîtrisé en 3 secondes chrono. Mais Audrey prit une inspiration. Elle avait besoin de ce travail. Elle avait besoin de la retraite. Elle avait besoin de la vie tranquille qu'elle avait promis à son défunt mari de trouver. « Je vais chercher le 4-0, docteur, » dit-elle doucement. « Dépêchez-vous de m'apporter un café pendant que vous y êtes. Noir avec 2 sucres. Tu devrais pouvoir faire ça sans tuer personne. » Des rires éclatèrent dans le couloir. Brenda observait la scène, les bras croisés, appréciant le spectacle. Audrey alla chercher le kit de suture et le café. Lorsqu'elle tendit la tasse à Harrison, sa main trembla, une réaction physiologique due à une rage refoulée et non à la peur. Quelques gouttes de café chaud débordèrent de la tasse et atterrirent sur la basket blanche immaculée de Harrison. Le silence se fit dans la salle des urgences. Harrison baissa les yeux vers sa chaussure, puis leva les yeux vers Audrey. Son visage devint rouge. « Sortez, siffla-t-il. « Docteur, je vous ai dit de sortir de ma salle de traumatologie, » rugit-il. « Vous êtes maladroite, vous êtes incompétente et vous représentez un danger pour ce service. Allez nettoyer les bassins hygiéniques jusqu'à ce que je décide si je vous vire ce soir. » Audrey posa le kit de suture sur le plateau d'un geste précis et délibéré. Cette fois, elle ne s'excusa pas. Elle se contenta de se retourner et de sortir. Les jurons de Harrison la suivirent dans le couloir. Lorsqu'elle arriva à la salle de pause, elle aperçut son reflet dans la porte vitrée. Les yeux gris qui la regardaient étaient fatigués, certes, mais ce n'étaient pas les yeux d'une souris. C'étaient les yeux d'un loup contraint de vivre parmi les moutons, attendant le moment où il pourrait enfin retirer son déguisement. Elle ne le savait pas encore, mais ce moment était à moins d'1 heure. Le service s'éternisait. Dehors, la pluie s'était transformée en une averse torrentielle, martelant les portes du garage des ambulances. La pression barométrique baissait, et tous ceux qui travaillaient dans les urgences savaient que les tempêtes apportaient le chaos. À 21h15, les ambulanciers ont fait irruption par les doubles portes, poussant un brancard trempé par la pluie. « Homme, la cinquantaine, retrouvé inconscient dans sa voiture sur l'autoroute », cria l'ambulancier. « Tension artérielle 80/50, tachycardie à 130. Nous l'avons mis sous moniteur. Aucun traumatisme apparent, mais il est en sueur et pâle. »« Traumatisme 1, » cria Harrison, stimulé par ce cas critique. « Brenda, prépare une perfusion. Allons-y. » Audrey se tenait à l'arrière-plan, près du placard à fourniture. Techniquement bannie par Harrison, elle surveillait le moniteur comme un faucon. Elle observait le patient, un homme corpulent nommé M. Kowalski. Le docteur Harrison commença son examen. Écoutez ses poumons. Les bruits respiratoires sont clairs. L'abdomen est souple. C'est probablement un infarctus du myocarde. Faisons un ECG à 12 dérivations et préparons le laboratoire de cathétérisme. Brenda avait du mal à poser la perfusion. Les veines de M. Kowalski étaient effondrées. « Je n'arrive pas à le piquer, docteur. »« Continue d'essayer, » lança Harrison. « Il est en train de s'effondrer. » Audrey fit un pas en avant. Elle ne regardait plus le moniteur. Elle regardait le cou du patient, plus précisément la façon dont les veines étaient distendues. Elle a regardé sa trachée. C'était subtil, presque imperceptible pour un œil non averti, mais elle était légèrement décalée vers la gauche. Elle a jeté un coup d'œil au moniteur. La saturation en oxygène baissait malgré le masque à haut débit. 88%, 85%. « Docteur, » a dit Audrey, sa voix couvrant le bruit. Ce n'était pas le murmure doux qu'elle utilisait habituellement. Elle était ferme. Harrison l'ignora. « Où est le CG? »« Docteur Harrison, » dit Audrey plus fort, « ce n'est pas une crise cardiaque. Regardez la GWAVD. Regardez la déviation trachéale. » Harrison se retourna brusquement, retirant son stéthoscope de ses oreilles. « Je croyais vous avoir dit de ne pas vous en mêler. Je traite un IM massif ici. »« Ce n'est pas un IM, » insista Audrey en entrant dans la salle de traumatologie. « C'est un pneumothorax sous tension. Son poumon s'est affaissé et écrase son cœur. Si vous l'envoyez au laboratoire Cath, il mourra dans l'ascenseur. Vous devez décomprimer sa poitrine immédiatement. » La pièce devint silencieuse. Brenda resta bouche bée. L'audace de cette souris qui corrigeait le médecin traitant vedette était inconcevable. Harrison s'approcha d'Audrey, utilisant sa taille pour l'intimider.
Vous êtes une infirmière stagiaire sans aucune expérience en soins intensifs. Si vous ouvrez encore la bouche, je demanderai à la sécurité de vous faire sortir. Cet homme présente les symptômes classiques d'une crise cardiaque. Il se retourna vers le patient. Emmenez-le au laboratoire de cathétérisme. Allez. Audrey resta sur ses positions. Son cœur ne battait pas à toute vitesse. Ses mains ne tremblaient pas. Un calme glacial l'envahit. Son esprit de combat prit le dessus. Elle regarda le patient. Les yeux de M. Kowalski se retournaient. Sa tension artérielle était tombée à 60. Il est en arrêt cardiaque. Brenda hurla. Pas de pouls. Commencez les compressions. Harrison cria, la panique envahissant enfin sa voix. EPI. Apportez-moi de l'EPI. Ils commencèrent la réanimation cardio-pulmonaire. Le rythme sur le moniteur indiquait une activité électrique sans pouls, PA. Le cœur essayait de battre, mais quelque chose l'en empêchait physiquement. Audrey ne demanda pas la permission. Elle n'attendit pas. Elle passa devant Brenda, prit une aiguille angiographique de calibre 14 dans le chariot d'urgence et se plaça du côté droit du patient. « Que faites-vous » cria Harrison en essayant de lui attraper le bras. « Ne le touchez pas !» Audrey repoussa sa main d'un geste si rapide et si violent que Harrison trébucha et heurta le mur. Avant que quiconque n'ait pu réagir, elle palpa le deuxième espace intercostal sur la poitrine de M. Kowalski, au milieu de la ligne claviculaire, et enfonça profondément l'aiguille dans la cavité thoracique. Sifflement. Le son était audible malgré le chaos ambiant. Un flux d'air emprisonné s'échappa de l'aiguille avec un sifflement aigu. Presque instantanément, le moniteur émit un bip. Le rythme sinusal était revenu. La pression artérielle avait grimpé à 110 sur 70. M. Kowalski haleta, inspirant profondément. Audrey fixa le cathéter avec du sparadrap et recula, le visage impassible. « La tension pneumothorax est résolue », dit-elle d'un ton neutre. La pièce était figée. Les ambulanciers, Brenda et les autres infirmières regardaient Audrey comme si elle venait de se faire pousser des ailes. Le docteur Harrison se tenait contre le mur, se frottant le poignet qu'elle lui avait bloqué, le visage empreint à la fois de choc et d'humiliation. « Vous, balbutia Harrison, vous venez d'effectuer une procédure médicale sans autorisation. C'est une agression. C'est exercer la médecine sans licence. » Audrey le regarda dans les yeux. « Je lui ai sauvé la vie. Vous traitiez une crise cardiaque alors qu'il étouffait. »« Sortez, » murmura Harrison, la voix tremblante de rage. « Vous êtes renvoyé. Sortez immédiatement de mon hôpital. Je veillerai à ce que vous ne travailliez plus jamais dans le secteur de la santé. »« Brenda, appelez la sécurité. » rugit Harrison. Audrey regarda le patient, qui avait maintenant repris des couleurs et respirait. Elle avait fait son travail. Elle détacha son badge, le posa sur le chariot d'urgence et se retourna pour partir. « Vous n'avez pas besoin d'appeler la sécurité, » dit Audrey calmement. « Je m'en vais. » Elle sortit de la salle de traumatologie, laissant derrière elle un silence pesant. Elle avait sauvé une vie, mais cela lui avait coûté la seule normalité qui lui restait. Audrey s'assit sur un banc à l'extérieur du parking des ambulances, la pluie trempant sa blouse. Elle tenait une boîte en carton contenant ses maigres possessions, un stéthoscope, une tasse et une photo encadrée d'un Golden Retriever. Elle regarda sa montre. 22 heures. Elle avait été licenciée depuis moins de 20 minutes. Elle devrait rentrer chez elle. Elle devrait pleurer. Mais elle se sentait juste fatiguée. Elle sortit son téléphone pour appeler un taxi. Soudain, l'air changea. Ce n'était pas seulement le vent. C'était une vibration qui lui faisait claquer des dents. Un bruit sourd et grave qu'elle sentit dans son sternum avant de l'entendre. Boum, 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 boum. Audrey se figea. Elle connaissait ce bruit. C'était le bruit caractéristique d'un moteur rotatif sur ski, mais pas celui d'un hélicoptère médicalisé. Les hélicoptères médicaux faisaient un bruit de vrombissement. Celui-ci était plus grave. Elle leva les yeux vers le ciel orageux. À travers la pluie battante, des lumières apparurent. Ce n'étaient pas les lumières rouges et blanches habituelles d'un hélicoptère ambulance civile. C'étaient des lumières de formation. 3 hélicoptères volaient bas, rapidement. L'hélicoptère de tête vira brusquement, ignorant la trajectoire de vol standard vers l'héliport de l'hôpital. Il approchait de manière agressive et en piqué. C'était un énorme MH-60 Black Hawk peint en noir mat, sans numéro d'immatriculation visible sur le côté. À l'intérieur des urgences, le chaos éclata.
Nous avons un appareil non autorisé en approche. La réceptionniste cria dans l'interphone. Ils ne répondent pas à l'appel radio. Ils atterrissent sur l'héliport. Le docteur Harrison et Brenda coururent vers les portes du parking des ambulances, regardant dehors sous la pluie. « Qui est-ce » cria Harrison. « La police. » Le Black Hawk se posa sur l'asphalte mouillé de l'héliport avec une force qui fit trembler le bâtiment. Les rotors ne ralentiront pas. Ils restèrent à pleine vitesse, fouettant la pluie dans une frénésie. La porte latérale de l'hélicoptère s'ouvrit. 4 hommes en sautèrent. Ce n'étaient pas des ambulanciers. Ils étaient vêtus d'un équipement tactique complet, d'uniformes multicam, de lunettes de vision nocturne montées sur leurs casques et d'armes de poing attachées à leurs cuisses. Mais l'homme au centre ne portait pas d'armes. Il portait une civière portable et criait des ordres dans un casque. Ils coururent vers les portes des urgences, se déplaçant avec une précision fluide et terrifiante. Harrison s'avança, essayant de retrouver son autorité. « Hé, vous ne pouvez pas débarquer ici comme ça. C'est un établissement privé. » Le soldat en tête, un homme gigantesque avec une barbe et une cicatrice sur la joue, n'a même pas ralenti. Il a ouvert les portes automatiques d'un geste brusque. « Nous avons besoin d'une salle de traumatologie immédiatement », a rugi le soldat. Sa voix était grave et autoritaire. « Nous avons un code noir VIP, blessures multiples par balle, hémorragie incontrôlée. Amenez-le en traumatologie 1. »« Oh » dit Harrison, les yeux écarquillés à la vue du corps ensanglanté sur la civière. « Je suis le médecin traitant. » Les soldats précipitèrent le patient devant les infirmières stupéfaites. Alors qu'ils transféraient l'homme sur le lit d'hôpital, le soldat en chef attrapa Harrison par le haut de sa blouse. « Écoutez-moi, » grogna le soldat. « Cet homme est un sénateur américain et un ancien amiral. S'il meurt, tout l'hôpital brûlera. Vous comprenez? » Harrison déglutit péniblement. « Je peux m'en occuper. Je suis le meilleur chirurgien ici. »« Vous avez intérêt, » cracha le soldat. Harrison examina les blessures. C'était un désastre. 3 balles dans l'abdomen, 1 dans le haut de la cuisse. L'artère fémorale était sectionnée. Brenda, préparez une transfusion. Commencez 2 perfusions à gros débit. Appelez le bloc opératoire. Les mains de Harrison tremblaient. Ce n'était pas un accident de voiture. C'était un traumatisme de combat. Les dégâts étaient catastrophiques. Les moniteurs hurlaient. La pression artérielle de l'amiral était de 50/30. « Je n'arrive pas à arrêter l'hémorragie », cria Harrison en tamponnant la plaie. « C'est trop profond, il va mourir. » Le soldat en chef, dont l'écusson indiquait « Commandant Vance ». « Non, attendez, Vance est interdit. Utilisons le commandant Rivers », regarda Harrison paniqué en plissant les yeux. « Vous êtes en train de le perdre », cria Rivers. « Je fais de mon mieux », hurla Harrison. « Les dégâts sont trop importants. J'ai besoin d'un chirurgien vasculaire. Nous n'avons pas le temps d'attendre un spécialiste. » Rivers frappa du poing sur le comptoir. Il regarda autour de lui, ses yeux balayant les visages terrifiés des infirmières. Il regarda Brenda, qui manipulait maladroitement les poches de sang. Il regarda les jeunes résidents, figés dans un coin. « C'est tout ce que vous avez ?» hurla Rivers. « C'est le mieux que vous puissiez faire. »« Je suis le résident en chef » rétorqua Harrison. Rivers jura dans sa radio. « Base, ici Viking 1. Les ressources locales sont insuffisantes. Le colis est en état critique. Nous avons besoin d'un hélicoptère pour le transporter vers une installation militaire. » Négatif, Viking 1. La radio grésilla en réponse. Le colis ne survivra pas au transport. Vous devez le stabiliser sur place. Rivers avait l'air désespéré. Il regarda le patient, son mentor, qui se vidait de son sang sur une table dans un hôpital civil avec un médecin en hyperventilation. Puis Rivers attrapa une infirmière. « Brenda, où est-elle » aboya Rivers. Brenda tremblait. « Qui ?»« La ressource, » dit Rivers. « Nous avons suivi le signal jusqu'ici. La base de données du ministère de la Défense indique qu'elle travaille à cet endroit. Nous ne sommes pas venus dans cet hôpital par hasard. Nous sommes venus parce qu'elle est ici. »« Qui ?» demanda Harrison, levant les yeux du sang. « Nom de code Wraith » dit Rivers avec une urgence intense. « Son vrai nom est le lieutenant-commandant Audrey Hale. Où est-elle » Harrison et Brenda se figèrent. Brenda pâlit. « Audrey » murmura Brenda. « La souris. »« La souris ?» Rivers semblait sur le point de briser la nuque de Brenda. C'est la meilleure infirmière traumatologue que les Navy SEALs aient jamais eue.
Elle a été la première à pratiquer des réparations vasculaires sur le terrain sous le feu en Syrie. Elle est la seule personne sur ce continent capable de réparer ce désastre en 5 minutes. Rivers regarda autour de lui. Où est-elle? Brenda pointa un doigt tremblant vers les portes coulissantes en verre. Elle, le docteur Harrison vient de la licencier. Elle est partie. Le visage de Rivers pâlit. Il appuya sur son talkie-walkie. Équipe 2, sécurisez le périmètre. Trouvez cette même peine. Si elle a quitté les lieux, faites décoller l'hélicoptère et trouvez-la. Mais ils n'eurent pas à chercher bien loin. Les portes automatiques s'ouvrirent. Audrey se tenait là. Elle avait vu le Black Hawk. Elle avait reconnu le numéro d'immatriculation. Elle avait vu l'insigne de l'unité sur l'épaule de Rivers à travers la vitre. Elle laissa tomber sa boîte contenant ses affaires sur le sol. Le verre du cadre photo se brisa. Elle entra dans la pièce. Sa posture était différente à présent. Elle ne s'affaissait plus. Ses épaules étaient droites. Son menton était relevé. Elle marchait avec la grâce d'un prédateur, parcourant la distance qui la séparait de la salle de traumatologie en quelques secondes. Elle regarda Rivers. « Commandant », dit-elle d'une voix d'acier. Rivers la regarda avec un soulagement évident. « Wraith, Dieu merci, c'est l'amiral Graham. Il a été blessé à l'abdomen. Blessure fémorale. Ce clown n'arrive pas à trouver la source du saignement. » Audrey ne regarda ni Harrison ni Brenda. Elle se dirigea directement vers l'évier, ouvrit une brosse à récurer et se frotta les mains en 10 secondes chrono. Elle attrapa une blouse stérile et des gants, qu'elle enfila d'un geste sec. Elle s'approcha de la table, écartant physiquement le docteur Harrison d'un coup de hanche. « Écarte-toi, Trent, » dit-elle. C'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom. La classe commence. Elle regarda la plaie ouverte. Elle ne vit pas de sang ni de chair déchiquetée. Elle vit d'un casse-tête qu'elle avait résolu 1000 fois à l'arrière de Chinooks et dans des fossés boueux. Rivers, Audrey aboya. « Apportez-moi une pince vasculaire et une proline 2. » Brenda, arrêtez de trembler et suspendez ce sang. Si vous le laissez tomber, je demanderai à Rivers de vous jeter hors de l'hélicoptère. Elle plongea la main dans la cavité abdominale, ses mains bougeant si vite qu'elles n'étaient plus qu'un flou. « Aspiration », ordonna-t-elle. Harrison se tenait contre le mur, la bouche grande ouverte, regardant l'infirmière incompétente prendre le commandement d'une équipe d'opérateurs des forces spéciales et de toute son équipe des urgences. Audrey leva les yeux, ses yeux gris fixés sur le moniteur. « Au travail », murmura-t-elle. La salle de traumatologie s'était transformée en champ de bataille, et Audrey Hale en était le général. L'air était chargé de l'odeur cuivrée du sang et de l'âcre parfum des antiseptiques. Le bip du moniteur cardiaque était le seul métronome qui rythmait une pièce où chaque seconde pouvait faire la différence entre un enterrement et un rétablissement. Le docteur Trent Harrison se tenait adossé au mur du fond, le visage pâle et choqué. Il observait la femme qu'il avait ridiculisée pendant 3 mois, celle qu'il avait traitée de maladroite, bouger avec une efficacité mécanique terrifiante. « Donnez-moi les pinces vasculaires courbées », ordonna Audrey. Sa voix n'était pas forte, mais elle avait une fréquence qui incitait les gens à obéir sans réfléchir. Brenda, l'infirmière en chef, qui avait passé des semaines à rendre la vie d'Audrey misérable, tâtonnait avec le plateau stérile. Ses mains tremblaient tellement que les instruments métalliques s'entrechoquaient comme des dents qui claquent. « Je ne trouve pas les pinces courbes, » balbutia Brenda, les larmes de panique lui montant aux yeux. « Bouge, » dit Audrey. Elle ne leva pas les yeux. Elle tendit la main à l'aveuglette vers le plateau, ses doigts identifiant l'instrument au toucher, et le saisit. « Aspirez l'espace rétro-paronial, » ordonna Audrey. « Je ne vois pas la source. » Un jeune résident, terrifié mais enthousiaste, intervint avec l'embout d'aspiration. La mer de sang rouge foncé se dissipa, révélant la dévastation à l'intérieur de l'abdomen de l'amiral Graham. « Mon Dieu » murmura Harrison depuis le mur, « l'aorte est entaillée. Il va se vider de son sang en 30 secondes. Vous ne pouvez pas réparer ça ici. Il a besoin d'une machine de pontage. Il a besoin d'une salle d'opération entièrement préparée. » « Il n'a pas 30 secondes pour se rendre en salle d'opération, » répondit Audrey, les yeux rivés sur la déchirure du grand vaisseau. « Rivers, maintenez la pression ici. Ne lâchez pas. » Le commandant Rivers s'approcha de la table. Le Navy SEAL massif, entraîné à tuer, suivit les ordres de l'infirmière avec une soumission absolue. Il enfonça ses mains gantées dans la cavité ouverte, appuyant là où elle le lui indiquait.
Harrison a raison sur un point, marmonna Audrey, le front plissé par la concentration. Nous ne pouvons pas réparer cela avec un flux standard. Je dois clamper l'aorte. Nous coupons l'irrigation sanguine de la partie inférieure de son corps. Nous avons 20 minutes avant que ses reins ne cessent de fonctionner. Notez l'heure. Notez, dit Rivers, 224 heures. Audrey prit une profonde inspiration. Dans son esprit, les murs de l'hôpital Oak Creek Memorial se dissolvèrent. Elle n'était plus dans un hôpital de banlieue. Elle était de retour dans une tente poussiéreuse de la vallée de Coringal, les mortiers secouant le sol, soignant un sergent des marines à qui il manquait la moitié de la poitrine. Son esprit de combat était pleinement mobilisé. Le tremblement de ses mains, celui dont le personnel s'était moqué, avait complètement disparu. Ses mains étaient aussi fermes que de la pierre. 4-0 Proline, double bras, demanda-t-elle. Elle commença à suturer. C'était un véritable cours magistral en technique chirurgicale. Elle ne se contentait pas de recoudre. Elle reconstruisait la paroi de la plus grande artère du corps humain, travaillant dans un trou rempli de sang avec un éclairage insuffisant. Harrison ne put s'en empêcher. Il se glissa plus près, regardant par-dessus l'épaule de Rivers. Il s'attendait à voir un désastre. Ce qu'il vit le coupa le souffle. Ses nœuds étaient parfaits. Son espacement était mathématiquement précis. Elle maniait l'aiguille avec une fluidité qu'il n'avait vue que dans les manuels ou chez les chirurgiens les plus âgés et les plus légendaires de la clinique Mayo. « Comment ?» murmura Harrison. « Comment faites-vous cela? Vous n'êtes qu'une infirmière. »« Écarteur » rétorqua Audrey en l'ignorant. « Brenda, si tu ne stabilises pas ta tension artérielle, je vais t'intuber. Pousse une autre unité d'ONJ, serre le sac. »« La pression est de 70/40, » cria Brenda. « Il est toujours en train de s'effondrer. »« Il est déshydraté, » dit Audrey calmement. « Rivers, donne-moi ton sang. » La pièce se figea. « Quoi? » demanda Brenda. « Transfusion de sang totale. Protocole de banque de sang ambulante, » dit Audrey sans s'arrêter de suturer. « L'amiral est O négatif. Rivers, vous êtes O négatif. J'ai vérifié votre dossier médical il y a 3 ans. Branchez-le. »« Vous ne pouvez pas faire ça, » cria Harrison en s'avançant à nouveau. « C'est contraire à tous les protocoles hospitaliers. Vous ne l'avez pas testé pour le VIH, l'hépatite, rien. Vous enfreignez la loi. » Audrey leva enfin les yeux. Ses yeux gris transperçaient Harrison comme des forêts. « Le protocole est fait pour les temps de paix, docteur. Cet homme est en train de mourir. River, asseyez-vous, Brenda. Tracez une ligne entre la veine cubitale antérieure de River et la veine centrale de l'amiral. Faites-le. » River s'assit sur un tabouret à côté du lit et retroussa sa manche. « Faites-le, Brenda, ou je vous parlerai d'entrave à la justice. » Brenda s'empressa d'obéir. En quelques minutes, du sang frais, chaud et oxygéné coulait de l'opérateur spécial directement dans le corps de l'amiral mourant. Le moniteur commença à changer. Le bip, bip, bip frénétique ralentit. Le son s'approfondit. La pression augmentait, s'écria le résident. 90/60. 95/65. Audrey fit le dernier nœud sur l'aorte, dégageant la pince dans 3, 2, 1. Elle relâcha la pince. Tout le monde retint son souffle. Si les pointes de suture ne tenaient pas, l'amiral mourait instantanément. Le vaisseau pulsait. Les pointes de suture tenaient. Pas une goutte ne fuyait. Audrey expira. Un long son lent. Elle vérifia les autres blessures. La cuisse, l'intestin, mineurs par rapport à l'aorte. Elle les pensa rapidement. « Il est stable », annonça-t-elle en retirant ses gants imbibés de sang. « Emmenez-le en soins intensifs. Maintenez-le sous sédatif. Je veux que vous vérifiez son pouls pédalier toutes les heures. » Elle s'éloigna de la table. L'adrénaline qui l'avait soutenue disparut soudainement, lui laissant les genoux flageolants. Elle s'appuya contre le chariot d'urgence. La pièce était silencieuse. Les infirmières, les techniciens, les résidents, tous la regardaient fixement. Ce n'était pas le regard moqueur qu'ils lui avaient lancé plus tôt. C'était de la crainte, c'était de la peur. Harrison fixait l'incision refermée sur l'abdomen de l'amiral. Il savait que d'un point de vue médical, ce qu'elle venait de faire était impossible. « Qui êtes-vous » murmura Harrison, la voix tremblante. Audrey ne répondit pas. Elle se dirigea vers l'évier et commença à laver le sang d'un héros sur ses mains. Mais la nuit n'était pas terminée. Les portes des urgences s'ouvrirent à nouveau brusquement. Cette fois, ce n'était pas un patient. C'était le PDG de l'hôpital, monsieur.
Sterling, attendez. Sterling est interdit d'accès. Utilisons M. Caldwell, accompagné de 2 policiers et du chef de la sécurité de l'hôpital. Que se passe-t-il ici? Rugit Caldwell, le visage rouge. J'ai reçu des rapports faisant état d'une invasion militaire dans mes urgences, d'une opération chirurgicale non autorisée et de menaces à l'encontre du personnel. Qui est responsable? Harrison se redressa. C'était sa chance. Il pouvait retourner la situation. Il pouvait sauver sa carrière. Il pointa un doigt tremblant vers Audrey. « C'est elle !» cria Harrison, « cette infirmière. Je l'ai licenciée il y a quelques heures pour incompétence. Elle s'est introduite dans la salle de traumatologie, m'a agressé, a pratiqué la médecine sans licence et a effectué une transfusion sanguine illégale. Arrêtez-la. » Les policiers s'approchèrent d'Audrey, les mains sur leurs étuis. Audrey ne s'enfuit pas. Elle ne se cacha pas. Elle prit une serviette en papier, s'essuya les mains et se tourna vers eux. « Je ne ferais pas ça si j'étais vous. » Une voix grave grondait. Le commandant Rivers s'interposa entre les policiers et Audrey. Il était toujours relié à la perfusion, en route vers l'amiral, mais il semblait prêt à se battre contre toute la salle. « Officier, » dit calmement Rivers, « si vous la touchez, vous enfreindrez la loi américaine sur l'espionnage et vous interférerez avec un atout fédéral de premier ordre. » Les policiers hésitèrent. « C'est une infirmière, » hurla Harrison. « Elle n'est personne, regardez-la. C'est une souris. » Audrey sortit de derrière Rivers. Elle regarda Harrison, puis Caldwell. Elle fouilla dans la poche de sa blouse et en sortit quelque chose qu'elle n'avait pas porté depuis 3 ans. Ce n'était pas un badge, c'était un jeu de plaques d'identité scotchées ensemble pour les empêcher de s'entrechoquer. Elle les jeta sur le plateau métallique devant Harrison. Elles cliquetèrent bruyamment. « Lisez-les », dit-elle doucement. Harrison les ramassa. Il plissa les yeux pour regarder le métal gravé. Hail Audrey L. LC DR. USN 009 874 42 1 N0 LCDR. Harrison fronça les sourcils. « Lieutenant-commandant, c'est exact, » dit Rivers, la voix pleine de satisfaction. « Et vous venez d'essayer de faire arrêter un officier supérieur de la marine après qu'elle ait sauvé la vie d'un amiral 3 étoiles. » Harrison laissa tomber les plaques comme si elles étaient des charbons ardents. La révélation resta suspendue dans l'air comme de la fumée. Lieutenant-commandant, dans la hiérarchie hospitalière, une infirmière était subordonnée à un médecin. Mais dans le monde qui venait de défoncer les portes de l'hôpital Oak Creek Memorial, Audrey Hale était supérieure à tout le monde dans la pièce. Monsieur Caldwell, le PDJ, était un homme d'affaires, mais il n'était pas stupide. Il regarda l'hélicoptère Black Hawk qui tournait à l'extérieur, les soldats armés qui sécurisaient le couloir et la terreur pure sur le visage du Dr. Harrison. « Dr. Harrison, » dit lentement Caldwell, « expliquez-moi pourquoi vous avez renvoyé un lieutenant-commandant de mon hôpital. »« Je ne savais pas, » balbutia Harrison, le front couvert de sueur. Elle n'a jamais rien dit. Elle agissait comme une petite fille effrayée. Elle faisait tomber les plateaux. Elle était incapable d'effectuer un triage élémentaire. Audrey fit un pas en avant. Le silence de la pièce amplifiait le bruit de ses pas. « Je ne me comportais pas comme une petite fille effrayée, Trent, » dit-elle. Sa voix leur était désormais méconnaissable. C'était la voix d'une femme qui avait interrogé des insurgés. Je me comportais comme quelqu'un souffrant d'un grave syndrome de stress post-traumatique qui essayait de se réintégrer dans la société. Je me comportais comme quelqu'un qui voulait oublier ce qu'il avait vu. Elle regarda les autres infirmières, celles qui s'étaient moquées d'elle. Brenda avait l'air d'avoir envie de vomir. « J'ai fait tomber le plateau la semaine dernière parce qu'une voiture a pétaradé dans le parking, » dit Audrey en les regardant tour à tour. « Pour vous, c'était un bruit. Pour moi, c'était un tir de sniper à Fallujah qui a décapité mon meilleur ami. » Un murmure parcourut la pièce. J'ai hésité avec les perfusions, non pas parce que je ne sais pas comment piquer une veine. Elle continua en levant les mains. Elles étaient fermes maintenant, mais parce que depuis 10 ans, chaque fois que je piquais une veine, c'était sur un garçon qui appelait sa mère en mourant dans la boue. Je suis venu ici pour trouver la paix. Je suis venu ici pour soigner les gens sans des coups de feu. Et vous, dit-elle en tournant les yeux vers Harrison, vous en avez fait une zone de guerre. Vous intimidez les gens. Vous les rabaissez. Vous traitez cette équipe comme vos serviteurs personnels.
Vous avez failli tuer M. Kowalski ce soir parce que votre ego est plus grand que vos compétences diagnostiques. Harrison rougit. Je suis diplômé de Yale. Je suis le meilleur chirurgien de cet hôpital. Vous êtes un boucher avec un diplôme, dit froidement Audrey. M. Kowalski avait un pneumothorax sous tension. Un médecin débutant l'aurait repéré. Vous l'avez manqué parce que vous étiez trop occupé à me crier dessus pour que je vous apporte votre café. C'est de la calomnie, a crié Harrison, cherchant le soutien de Caldwell. Monsieur, allez-vous la laisser me parler ainsi? Caldwell a regardé l'amiral, qui était en train d'être installé sur un brancard par l'équipe militaire. Il a regardé les pointes de suture miraculeuses sur l'abdomen de l'homme. En fait, a dit Caldwell d'un ton glacial, je suis très intéressé d'entendre ce qu'elle a à dire. Commandant Rivers, dit Audrey en se tournant vers le seau, quel est l'état de l'amiral? Stable, madame. L'hélicoptère est en route pour Walter Reed. Il va s'en sortir. Bien. Audrey acquiesça. Elle leva la main et défit son bonnet chirurgical, laissant ses cheveux retomber. Elle retira sa blouse ensanglantée et la jeta dans la poubelle pour déchets biologiques. Monsieur Caldwell, dit Audrey en s'adressant au PDG. Je démissionne. Non, attendez, dit Caldwell en s'avançant. Le désespoir transparaissait dans sa voix. Audrey, lieutenant-commandant, nous pouvons arranger cela. Nous pouvons discuter d'une promotion. Directrice des soins infirmiers, tout ce que vous voulez. Nous n'en avions aucune idée. C'est ça le problème, n'est-ce pas? Dit Audrey tristement. Vous ne devriez pas avoir besoin de connaître le grade d'une personne pour la traiter avec dignité. Vous avez regardé Harrison me harceler pendant 3 mois. Vous avez regardé Brenda Bisuter les nouveaux employés. Vous avez laissé s'installer une culture de cruauté parce que c'était rentable. Elle se dirigea vers le poste des infirmières et prit son sac. « J'en ai assez de me cacher, dit-elle. « Où allez-vous? » demanda Brenda d'une voix à peine audible. Audrey s'arrêta à la porte. Dehors, la pluie avait cessé. Les moteurs du Black Hawk vrombissaient, prêts à décoller. « Chez moi, répondit Audrey, pour faire mes valises. »« Pourquoi faire? » ricana Harrison, essayant de retrouver un semblant de supériorité. « Tu crois que la marine va te reprendre après que tu aies déserté pour jouer à l'infirmière en banlieue? » Rivers intervint et tendit un casque à Audrey. « Elle n'a pas déserté, docteur, » dit Rivers en souriant. « Elle était en congé maladie et à partir de 9 heures demain, son congé est annulé. » Rivers se tourna vers Audrey et salua. Ce n'était pas un salut désinvolte. Il était vif, respectueux et précis. « Les ordres sont venus du Pentagone. Maman, ils ont besoin de toi. Une unité médicale spécialisée est en cours de création à San Diego. Ils ont besoin d'une compagnie. » Audrey regarda le casque, puis se retourna vers les urgences qui avaient été sa prison pendant 90 jours. Elle regarda Harrison, petit et insignifiant dans sa blouse blanche. « San Diego, ça a l'air sympa, » dit Audrey. Elle mit le casque. « Attends !» cria Harrison alors qu'elle se dirigeait vers l'hélicoptère. « Tu ne peux pas partir comme ça. Tu m'as agressé. Je vais te poursuivre en justice. Je vais te faire retirer ta licence. » Audrey s'arrêta sur le tarmac. Le souffle des rotors fouettait ses cheveux autour de son visage. Elle se retourna une dernière fois. « Harrison » cria-t-elle par-dessus le rugissement des moteurs. « Quoi? » hurla-t-il en retour. « Regarde tes chaussures. » Harrison baissa les yeux. Ses Nike d'un blanc immaculé étaient tachés de rouge foncé, le sang de l'amiral. « Tu n'arriveras jamais à enlever cette étreinte, dit-elle, et tu n'oublieras jamais cette nuit. Chaque fois que tu crieras après une infirmière, chaque fois que tu te prendras pour un dieu, tu te souviendras de la souris qui a sauvé le patient que tu n'as pas pu sauver. » Elle monta dans le Black Hawk. Rivers sauta à sa suite et referma la porte. L'hélicoptère décolla, s'élançant dans le ciel nocturne, laissant loin derrière lui Oak Creek Memorial et son personnel stupéfait dans l'obscurité. Harrison se tenait dans le parking des ambulances, le vent du retour lui piquant les yeux. Il baissa les yeux vers ses chaussures tachées de sang. Il essaya de les nettoyer avec une serviette, mais elle avait raison. Les taches ne partaient pas. « Dr. Harrison » dit Caldwell en s'approchant derrière lui. « Elle est folle, » marmonna Harrison. « Bon débarras. Faites vos valises, Trent, » dit Caldwell calmement. Harrison se figea. « Quoi? Vous avez manqué l'attention, pneumothorax. Vous vous êtes mis à dos un agent fédéral et vous avez failli laisser mourir un sénateur américain dans mon service des urgences. » La voix de Caldwell était dure.
Vous êtes suspendu en attendant les résultats de l'enquête. Et franchement, je ne pense pas que vous reviendrez. Harrison regarda les feux arrière rouges de l'hélicoptère disparaître dans les étoiles. Il était seul. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là, car si Audrey Hale avait quitté l'hôpital, elle avait laissé quelque chose derrière elle. Un héritage? Non. Quelque chose de bien plus dangereux pour les secrets de l'hôpital Oak Creek Memorial. Dans son casier que Brenda était en train de vider, se trouvait un petit carnet noir. Et sur la première page, écrite de la main soignée d'Audrey, se trouvait une liste. Une liste de toutes les erreurs, de toutes les fautes dissimulées et de tous les dossiers falsifiés dont elle avait été témoin de la part du Dr. Harrison au cours des 3 derniers mois. Et Audrey en avait envoyé une copie au conseil médical avant de partir. Le soleil se leva sur Oak Creek Memorial le lendemain matin, mais il n'apporta aucune chaleur au service des urgences. La pluie avait cessé, laissant le trottoir glissant et gris, à l'image de l'ambiance qui régnait à l'intérieur de l'hôpital. L'histoire de l'extraction du Black Hawk s'était répandue comme une traînée de poudre. À 7 heures, au moment du changement d'équipe, tous les aides-soignants, agents d'entretien et chirurgiens savaient qu'Audrey Hale, cette femme calme et tremblante qu'ils surnommaient la souris, était en réalité une commandante de marine hautement décorée qui avait pratiqué une opération de l'aorte sur un sénateur dans la salle de traumatologie 1. Mais la véritable tempête ne faisait que commencer. Brenda, l'infirmière responsable, se tenait dans la salle de pause. Elle n'avait pas dormi. Ses yeux étaient cernés de rouge et ses mains, d'habitude si fermes lorsqu'elle tenait une tasse de café, tremblaient. Elle fixait un objet posé sur la table en stratifié bon marché. C'était un petit carnet noir en moleskine. Elle l'avait trouvé dans le casier d'Audrey en le vidant sur ordre de monsieur Caldwell. Elle s'attendait à y trouver des gribouillages ou peut-être un journal intime se plaignant du harcèlement. Elle l'ouvrit à nouveau à la première page. 14 août, le docteur Ash a prescrit 50 mg de démoral pour le patient du lit 6. Le dossier du patient mentionne une allergie grave aux opiacés. Je suis intervenu et j'ai remplacé le médicament par du Toradol. Le docteur Ash m'a reproché d'être lente parce que j'avais mis trop de temps à utiliser la machine Pyxis. 2 septembre, traumatisme 2, enfant avec fracture en bois vert. Le docteur Ash n'a pas vérifié les pouls distaux après la pose du plâtre. Je les ai vérifiés après son départ. Les pouls avaient diminué. J'ai alerté l'orthopédiste de garde. Le docteur Ash s'est attribué le mérite de cette découverte. Le 12 octobre, le docteur Ash est arrivé à son service en sentant l'alcool. Il a utilisé des pastilles de menthe pour masquer l'odeur, comportement erratique constaté pendant le triage. Brenda a feuilleté les pages. Il y avait des dizaines d'entrées, des dates, des heures, des numéros d'identification de patients, des doses spécifiques. C'était un registre médico-légal de fautes professionnelles. C'était un manifeste accablant de la négligence de Trent Harrison. Et surtout, c'était un registre de toutes les fois où Audrey était discrètement intervenue pour sauver un patient de son ego, tout en subissant ses abus. Que lisez-vous? Brenda sursauta. Le docteur Harrison se tenait dans l'embrasure de la porte. Il avait mauvaise mine. Ses cheveux étaient ébouriffés, son regard hagard. Il était techniquement suspendu, mais il s'était faufilé à l'intérieur pour tenter d'apaiser les tensions avec le personnel avant la réunion du conseil d'administration. Rien, répondit Brenda en essayant de cacher le livre. Harrison se précipita et le lui arracha des mains. Donne-moi ça. Il l'ouvrit. Son visage pâle prit une teinte cramoisie tandis qu'il lisait les notes. Cette petite rate, siffla Harrison. Elle m'espionnait. Elle documentait tout. Il regarda Brenda, un sourire désespéré et maniaque se dessinant sur son visage. Ce n'est rien. Ce sont les divagations d'une femme folle, d'une employée mécontente. On brûle ça, Brenda, tout de suite. On le jette dans l'incinérateur de déchets biologiques et ça n'aura jamais existé. Brenda le regarda. Pour la première fois en 3 ans, elle ne voyait pas le médecin beau et charmant qu'elle avait admiré. Elle voyait un homme en train de se noyer qui essayait de l'entraîner avec lui. « Trent, dit-elle doucement, tu ne peux pas le brûler. »« Pourquoi pas ?» rétorqua-t-il sèchement. « Tu vas m'en empêcher? Après tout ce que j'ai fait pour toi, je t'ai obtenu cette promotion, Brenda. »« Parce que, intervint une nouvelle voix dans le couloir, nous avons déjà la copie numérique. » Harrison se retourna brusquement. 3 personnes en costume sombre se tenaient là.
Au centre se trouvait une femme aux cheveux argentés avec une mallette, le Dr. Evelyn Price, présidente du Conseil d'État des licences médicales. Derrière elle se tenait M. Caldwell, le PDG, qui semblait assister à des funérailles. Dr. Harrison, dit le Dr. Price en entrant dans la salle de pause, le lieutenant-commandant Hale a envoyé une copie numérisée de ce journal à notre bureau il y a 3 jours. Nous étions déjà en train de monter un dossier. L'incident d'hier soir avec l'amiral Graham n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Harrison s'est adossé contre le distributeur automatique. C'est un coup monté. C'est une menteuse. Elle est mentalement instable. Elle souffre de stress post-traumatique. Nous avons examiné les dossiers mentionnés dans le carnet, docteur, a déclaré le Dr. Price d'une voix sèche et clinique. Les dates correspondent. Les erreurs de médication correspondent. Si votre taux de mortalité n'est pas 3 fois supérieur à la moyenne nationale, c'est uniquement parce que l'infirmière Hale corrigeait vos erreurs dans votre dos. Price fit signe aux 2 hommes derrière elle, les enquêteurs. Dr. Harrison, vous êtes par la présente suspendu de vos fonctions médicales dans l'attente d'une audience officielle. Vous devez rendre votre badge et quitter les lieux immédiatement. Si vous revenez, vous serez arrêté pour intrusion. Vous ne pouvez pas faire ça, hurla Harrison. Je suis une star. Je rapporte des millions à cet hôpital. Vous êtes un handicap, dit Caldwell d'une voix glaciale, et vous êtes renvoyé. Harrison regarda Brenda. Dites-leur qu'elle ment. Brenda regarda le cahier noir dans la main de Harrison. Elle pensa à Audrey, la femme qu'elle avait raillée parce qu'elle tremblait, la femme qui avait sauvé l'amiral. Alors que Brenda restait figée. Brenda prit une profonde inspiration. Elle ne ment pas, Trent. Je t'ai vu passer à côté de l'allergie le 14 août. Je t'ai vu boire le 12 octobre. Je n'ai rien dit parce que j'avais peur de toi. Traîtresse. Harrison se jeta sur elle. Les agences de sécurité interviennent immédiatement, saisissant Harrison par les bras. Il donna des coups de pied et hurla tandis qu'il le traînait dans le couloir, le même couloir où il avait humilié Audrey tant de fois. Alors qu'il le traînait hors des doubles portes, le service des urgences est devenu silencieux. Le règne de la terreur était terminé. Brenda s'est effondrée sur une chaise et a pris sa tête entre ses mains. Elle avait gardé son emploi, mais elle savait qu'elle ne serait plus jamais la même. La souris avait rugi et les murs s'étaient effondrés. 6 mois plus tard, le soleil de San Diego tapait sur le broyeur. Le pont d'asphalte de la base amphibie navale de Coronado. L'air sentait le sel et le kérosène. Écoutez. La voix retentit sur le pont, couvrant le bruit des vagues qui s'écrasaient. 30 candidats à la Marine Corpsman se jetèrent à terre, en position de planche. La sueur coulait sur le bitume. Ils étaient épuisés, mais n'osaient pas bouger. Le commandant Audrey Hale marchait le long de la ligne. Elle avait changé. La blouse mal ajustée avait disparu, remplacée par l'uniforme camouflage type 3 impeccable et sur mesure de la marine américaine. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon serré. Le tremblement de ses mains avait disparu, remplacé par l'énergie contenue d'une guerrière en paix. « Vous pensez que vous êtes fatigué ?» cria Audrey en passant devant une jeune recrue qui tremblait d'effort. La fatigue est un état d'esprit lorsque vous êtes sur le terrain et que votre marine se vide de son sang. Est-ce que l'ennemi se soucie de ta fatigue? Non, Massachusetts AM, non. La classe répondit à l'unisson. Est-ce que le sang cesse de couler parce que tu n'as pas bu ton café? Non, Massachusetts AM. Alors tenez bon, ordonna-t-elle. Elle était dure avec eux, plus dure qu'elle ne l'avait jamais été avec elle-même. Mais ils l'aimaient pour cela. Ils connaissaient son histoire. Ils savaient qu'elle était le spectre, l'infirmière capable de recoudre une artère dans l'obscurité. « Reposez !» cria-t-elle. Les recrues se relevèrent précipitamment et se mirent au garde-à-vous. « Rompez pour Chiao. Soyez de retour à 0. 6 cents. » Alors que les recrues s'éloignaient en trottinant, Audrey ajusta sa casquette et se dirigea vers le bâtiment administratif. Elle avait rendez-vous avec le commandant de la base, mais en se retournant, elle aperçut une berline noire garée sur le tarmac. Un chauffeur en uniforme d'apparat ouvrit la portière arrière. Un homme âgé en sortit. Il marchait avec une canne, mais il marchait. Il portait un costume civil, mais son allure était indéniable. C'était de l'amiral Graham. Audrey se figea. Elle ne l'avait pas revu depuis cette nuit pluvieuse où ses intestins avaient été exposés à l'air de la salle de traumatologie 1. À côté de lui se tenait le commandant Rivers,
souriant derrière une paire de lunettes de soleil aviateur. Audrey s'approcha et fit un salut en s'avançant. Amiral, commandant. L'amiral Graham balaya le salut d'un geste de la main et tendit la main. Audrey, je vous ai dit de ne pas me saluer. Je suis à la retraite maintenant. Audrey lui serra la main. Sa poignée de main était ferme. Je suis heureux de vous voir sur pied, monsieur. Grâce à vous, dit Graham. Les chirurgiens de Walter Reed ont dit que les pointes de suture que vous avez faites étaient un véritable art. Ils ont dit que si vous aviez attendu 5 minutes de plus pour une machine de pontage, je serais dans un cercueil. Il regarda l'océan. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé à Oak Creek. Audrey sourit faiblement. Cela semble être il y a une éternité, monsieur. J'ai tiré quelques ficelles, dit Graham en fouillant dans la poche de sa veste. Je voulais savoir ce qui était arrivé à cet homme. Au médecin. Il tendit à Audrey un article de journal plié, tiré de l'Oak Creek Gazette. Un médecin local radié pour négligence. Le docteur Trent Harrison, anciennement de l'Oak Creek Memorial, s'est vu retirer définitivement son droit d'exercer à la suite d'une enquête menée par la Commission d'État sur 34 chefs d'accusation de négligence grave. Harrison fait actuellement l'objet de poursuites civiles de la part de plusieurs anciens patients. Audrey lut le titre. Elle ne ressentit rien, ni joie, ni satisfaction, juste un sentiment de closure. La justice, dit Graham, c'est une roue lente, mais elle tourne. Et l'hôpital? Demanda Audrey. Et le personnel, Rivers? L'amiral fit un signe de tête vers le seau. Rivers sortit une lettre. Ça t'est parvenu. Aux bons soins du département de la Marine. C'est de Brenda Miller. Audrey prit l'enveloppe, elle hésita puis l'ouvrit. Chère Audrey, je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez. Je ne le mérite pas. Mais je voulais que vous sachiez que les choses ont changé. Caldwell a été licencié par le conseil d'administration. Nous avons maintenant une nouvelle chef du service des urgences. Elle est gentille. Elle écoute. Nous avons une nouvelle politique aux urgences. Elle s'appelle le protocole Hale. Chaque infirmière, quelle que soit son ancienneté, a le droit d'arrêter une procédure si elle estime que la sécurité du patient est compromise. Aucun médecin ne peut passer outre sans l'accord d'un deuxième médecin traitant. Tu nous as changé, Audrey. Nous pensions que tu étais faible parce que tu étais calme. Nous n'avions pas réalisé que les personnes les plus bruyantes sont généralement les plus vides. Je suis désolé de ne pas t'avoir vu. J'espère que tu voles haut, Brenda. Audrey plia la lettre et la mit dans sa poche. Elle leva les yeux vers Rivers et l'amiral. Le protocole Hale, songea-t-elle. Ça sonne bien. Vous avez sauvé plus d'une vie cette nuit-là, commandant, dit doucement Rivers. Vous avez sauvé tout cet hôpital de lui-même. Une sirène retentit au loin. Une ambulance de la base effectuait un exercice. Audrey ne broncha pas. Elle respira profondément l'air salé. C'est ce qu'a dit l'amiral Graham en tapotant sa canne. Quelle est la prochaine étape pour le spectre? La retraite et l'enseignement. Audrey regarda ses recrues qui riaient en se dirigeant vers le mess. Elle regarda les cicatrices sur ses mains. Des cicatrices de la guerre, du travail, de la vie. Je pense que je ne fais que commencer, monsieur. Elle dit, ces jeunes doivent savoir qu'être un héros, ce n'est pas être celui qui parle le plus fort dans la pièce. Il s'agit d'être celui qui apporte les bons outils. Eh bien, sourit l'amiral, continuez, commandant. Audrey les regarda remonter dans la voiture. Alors que la berline s'éloignait, elle baissa les yeux vers ses mains une dernière fois. Elles étaient fermes, elles étaient fortes. Elle n'était pas une souris. Elle ne l'avait jamais été. Elle était une guérisseuse qui avait traversé l'enfer et en était ressortie avec une aiguille et du fil. Elle se retourna vers le pont d'appontage. « Compagnie !» hurla-t-elle, sa voix résonnant sur les bâtiments. En formation. Et tandis que 30 jeunes marins s'empressaient d'obéir à la légende qui se tenait devant eux, Audrey Hale sourit. Elle était enfin chez elle. Quel parcours! De la souris tremblante dans un coin des urgences à la spectre commandant un bloc opératoire, l'histoire d'Audrey Hale nous enseigne une leçon puissante sur la perception. Le personnel de l'hôpital Oak Creek Memorial est jugé Audrey sur son silence et ses cicatrices, confondant son traumatisme avec de la faiblesse. Leur arrogance les a empêchés de voir le génie qui se tenait devant eux. Le docteur Harrison a appris à ses dépens qu'un titre ne fait pas de vous un leader et qu'une voix forte ne vous donne pas raison. La véritable force est souvent discrète, observatrice et prête à agir lorsque le ciel s'écroule. Audrey a prouvé qu'il n'est pas nécessaire de crier pour être entendu. Parfois, il suffit simplement de sauver la situation.
Si cette histoire vous a ému, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à se développer. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin de se rappeler que les héros sont partout, souvent là où on les attend le moins. Et si vous voulez découvrir d'autres histoires sur la justice, le karma et les héros méconnus, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé.